Bien, je vous propose de débuter et puis évidemment ceux qui se connectent en route auront tout le plaisir de raccrocher les wagons. On se voit aujourd'hui. Merci à toutes et tous de vous être connectés pour ce webinaire organisé avec la présence de Lionel, Mohamed et Sifax qui vont être aujourd'hui ceux qui vont nous parler de la simulation numérique comme des leviers d'excellence qualité et aseptique. Donc, merci évidemment à vous trois d'avoir bien généré ce webinaire et merci à vous toutes et tous d'avoir su répondre présent à cette édition, un webinaire qui évidemment après vous sera retransmis en replay une fois cette édition effectuée. Tout au long de ce webinaire, je vous proposerai de poser vos questions au travers du Q&A qui est possible. Donc, vous avez une petite fenêtre questions et réponses ou dans l'encart de conversation. Ce que je vous proposerai, c'est qu'on puisse les traiter dans un temps dédié en fin de webinaire. On sélectionnera un certain nombre de questions pour pouvoir y répondre. Et si jamais, évidemment, nous n'aurons pas répondu à toutes vos questions, eh bien, on pourra évidemment les traiter post-webinaire. Euh, donc, on va pouvoir évidemment tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sifax, je veux bien que tu puisses eh bien évidemment aller à la slide suivante et chacun d'entre vous, évidemment, vous présenter. Peut-être Lionel, Oui, tu je vais commences. commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Lionel de Mercemont. Je suis responsable de l'ingénierie et de l'excellence opérationnelle au sein du LFB. Donc, en expérience, j'ai plus de 20 ans dans l'automobile et ça fait 5 ans que je découvre la pharma et que je continue à apprendre en même temps. Donc, voilà. Bien. Mohamed? Bonjour à toutes et tous. Mohamed Abbas, donc cofondateur de Atrion. J'ai une expérience d'un peu plus de 28 ans maintenant dans les sciences de la vie, en ayant commencé en développement, transfert industriel, production et par la suite qualité. J'interviens sur des sujets de maîtrise des procédés et qualité produit. Et dans le cadre de la maîtrise des procédés, effectivement, j'interviens aussi, notamment avec Sifax, sur comment améliorer les procédés en y ajoutant tout ce qui est l'expertise autour de la simulation avec les fluides. Merci Mohamed. Sifax, quant à toi? Bonjour tout le monde. Donc, c'est Fax et Kardashian. Moi, je suis expert en simulation numérique fluidique. J'interviens sur tout ce qui est procédé, comme la simulation de tous les procédés pharma ou dans tout ce qui est contrôle de contamination ou optimisation HVAC et les équipements. Pour résumer. Bien. Merci Sifax. Avant même de rentrer dans la simulation de la CFD et ce que ça pourrait impliquer, simplement pour vous refaire un step back pour ceux qui ne nous connaissent pas à Trion, c'est un peu plus de 40 clients aujourd'hui qui nous font confiance pour les accompagner à la transformation des opérations des industries, exclusivement pour les industriels des sciences de la vie. Le LFB, évidemment, fait partie de ces 40 clients. On travaille aujourd'hui sur 4 domaines fonctionnels clés, la supply chain, la qualité, la production et la maintenance, avec plusieurs modes d'intervention, la performance et résilience des opérations qui visent à transformer les organisations pour aller chercher de la performance, de la productivité ou de l'efficience, ou encore du support opérationnel métier, dans lequel on va évidemment retrouver cet aspect de combinaison entre la maîtrise des procédés et la CFD, puisque évidemment l'enjeu étant d'aller ensuite chercher de la valeur ajoutée dans les métiers que l'on travaille au quotidien. Un petit focus sur la cellule IA, donc innovation et intelligence artificielle d'Atrion, dans lequel on embarque nos partenaires technologiques tels que Sifax aujourd'hui représente la CFD, mais plus largement, cette cellule IA a 3 vertus. La première, c'est d'augmenter notre métier de conseil au quotidien, donc se doter d'outils et de méthodes qui vont être digitalisées ou innovées pour le compte de nos clients, de pouvoir ensuite, deuxième vertu, travailler sur des solutions packagées à destination de nos clients. Et enfin, si toutefois vous aviez ou vous auriez des cas d'usage sur mesure à traiter ensemble, eh bien, nous sommes capables de le faire au travers de cette cellule IA.
Je n'en dirai pas plus et je crois que ce sera la seule fois que vous allez m'entendre parler puisque je vais désormais laisser place à Mohamed, Sifax et Lionel dans le cadre de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si tout le monde est adepte ou connaît un peu la CFD. Donc, c'est réellement la simulation de tout ce qui est fluide thermique, notamment, ou aérolique, qui est utilisé dans différents domaines jusqu'à maintenant. Elle permet d'analyser en détail et à tout moment les propriétés d'un système, les vitesses, les pressions, les températures. Elle permet également de mieux comprendre les phénomènes. C'est quelque chose qui est très important, on reviendra par la suite dessus, et de faire monter en compétence les équipes. Et elle permet également de stimuler différents scénarios qui permettent d'aller chercher de l'amélioration, de la compréhension et d'aller comprendre les phénomènes. Alors, l'usage qu'on a aujourd'hui effectivement de la CFD, c'est au travers de différentes industries comme l'aéronautique, l'automobile ou le nucléaire. Lionel disait tout à l'heure que lui, il venait plutôt de ce domaine-là et qu'il découvrait la pharma depuis 5 ans. Et effectivement, c'est ce qu'on voit au travers du graphique, c'est que les industries de sciences de la vie ont des domaines d'intérêt, mais qu'elle n'est pas encore beaucoup utilisée. Et aujourd'hui, dans le contexte où on la travaille, c'est de pouvoir amener toute cette expertise qui a déjà été développée dans différents domaines, de l'appliquer à l'industrie des sciences de la vie. Et les usages qu'on peut travailler, c'est effectivement tout ce qui est modélisation des flux au niveau des salles, la dispersion des particules, tout ce qui est aussi travaillé sur les concepts. Et tout ce qui va être forme sèche, effectivement, on reviendra dessus, mais surtout biotech. Slide suivante, Sifax. Alors, comme toute industrie, on va dire des sciences de la vie, la pharma est assujettée à différentes réglementations. Et on voit au travers des CGMP et des BPF de plus en plus de recommandations qui sont faites pour justement tout ce qui est simulation. Si on regarde les CGMP, effectivement, 2 domaines sur lesquels la FDA insiste fortement, c'est au niveau de la conception et aussi au travers de tout ce qui est contrôle de l'environnement, auquel s'est ajouté effectivement l'annexe 1, mais l'annexe 1 va insister sur quelque chose qui est primordial aussi, c'est l'utilisation de la CFD pour la formation du personnel. Suivant. Et je laisse la main à Sifax pour expliquer en fin de compte le processus dans lequel se déroule une étude de CFD. Donc, on démarre déjà d'une conception 3D qu'on va modéliser. On a une maquette numérique et sur cette maquette, soit la maquette elle provient d'un dessin 3D de l'équipement, de l'environnement qu'on veut étudier, soit si elle n'existe pas, maintenant il y a des méthodes comme le laser scanning qui permet de faire la rétroconception de l'environnement en virtuel. Donc on démarre de cette maquette, on la travaille pour l'adapter, puis on crée tout ce qui est maillage volumique et tout, et dans laquelle on introduit par la suite toutes les propriétés physiques de l'équipement de la salle, notamment les débits, par exemple, de soufflage, les cascades de pression, dans le cadre d'une salle, par exemple, les équipements présents, les dégagements de chaleur s'il y en a, et les mouvements, et même la présence ou pas des opérateurs selon la créativité de la chose. Et puis derrière, on va choisir des équations de mécanique des fluides classiques qui permettent justement de trouver à différents endroits et à différents moments, donc en fonction du temps, les propriétés physiques qu'on recherche, que ce soit des grandeurs physiques telles que la pression, la vitesse, ou même les concentrations des espèces, ou particulières, les mouvements, les dépôts, ou autre grandeur physique qui n'est pas accessible ou qui est difficilement accessible par l'expérience. Et à la fin, on a un rendu
qualitatif d'un côté avec les images, les vidéos de ce qui se passe dedans, et puis quantitatif avec toutes les données physiques répertoriées avec des valeurs précises sur les différentes grandeurs et observations qu'on peut avoir. Donc, en résumé, c'est ça. Après, s'il y a des questions, on peut toujours rentrer dans les détails lors de la session questions-réponses. On Je va passer continue. directement au cas d'usage, effectivement. Juste pour introduire, on a 3 grandes thématiques qu'on va traiter. Tout ce qui est lié au process et procédé, tout ce qui est environnement et tout ce qui est sécurité. Dans tout ce qui est process, on va travailler sur les procédés de congélation, décongélation, qu'on va voir juste après avec l'étude de cas avec Lionel. On utilise aussi dans tout ce qui est smoke test, dans tout ce qui est simulation des mélanges, mélanges liquides ou poudre, et puis tout ce qui va être évaluation, optimisation de la qualité du lavage dans les cabines de lavage, si je dois prendre un exemple, mais Sifax y reviendra. Pour tout ce qui est environnement, on va simuler tout ce qui est les systèmes HVAC avec les flux hydrauliques, tout ce qui va être chaud-froid dans les zones de stockage et effectivement des problématiques thermiques. On va aussi travailler quelque chose qui est autour de la sécurité. Je laisse exprès le point suivant. Tout ce qui est gestion des risques au niveau industriel et tout ce qui est simulation de désenfumage en cas de feu, etc. Et un point important qui est aussi, on peut aller jusqu'à la conception sur mesure de pièces, que ce soit pour des équipements, pour des grilles, etc. Et je redonne la main à Sifax pour les cas d'usage traités. Pour ces cas d'usage, donc on va vous présenter juste 3 thématiques pour l'instant, parce qu'on n'a pas trop le temps. Après, s'il y a des thématiques spécifiques qui vous intéressent dans tout ce que Mohamed a présenté, on peut y revenir dessus et aller en détail sur les autres thématiques, pardon. Donc, on commence par exemple, on l'utilise pour tout ce qui est simulation HVAC, que ce soit pour prédimensionner lors de la conception d'une salle propre, par exemple, ou même dans des salles existantes quand il y a des problématiques de contamination, de non-conformité ou autres. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est qu'on a développé des méthodes qui permettent de faire des corrélations entre les calculs et les normes en vigueur, notamment les 14644-3 pour la qualif et les -4. Là, on les utilise pour évaluer, par exemple, les performances d'une salle propre selon sa classe. On a des grandeurs qui nous permettent de donner tout ce qui est temps de récupération, le temps de séjour dans la salle, même tout ce qui est particulier. Et les méthodes permettent même de dire est-ce que la salle étudiée est dans les performances requises ou normales pour le grade dans lequel elle se situe. Donc, si ce n'est pas le cas, on a toujours des méthodes pour les optimiser. Parfois, c'est des méthodes simples par juste l'équilibrage des débits, les positions, des choses comme ça, et parfois des modifications structurelles. Donc là, par exemple, sur la droite, on va montrer juste quelques images simples. Là, par exemple, c'est tout ce qui est écoulement. On peut vous suivre particule par particule d'air pour voir où elle va, le temps de résidence dans la salle. On revient notamment à l'âge de l'air et tout ce qui est pour évaluer le renouvellement d'air et les performances, et même en termes d'efficacité selon la classe. On les utilise aussi pour la consommation énergétique, qui est devenue un enjeu depuis 2-3 ans maintenant. On a même travaillé notamment avec l'ASPEC. On a publié des articles dans la revue Salle Propre. On étudie justement l'impact ou le bénéfice de la CFD dans l'utilisation de ces études pour des objectifs de consommation énergétique. Et on peut l'utiliser pour tout ce qui est confort thermique. Là, c'est plus dans les bureaux parce que dans les salles propres, c'est pas on va dire
une exigence. Et puis, pour tout ce qui est problématique de contamination, non-conformité ou autres, et même dans des cas spécifiques où il faut protéger une zone sous un flux laminaire, par exemple, ou des personnes qui interviennent sur des process avec des poudres ou même de l'azote, par exemple, pour essayer de contrôler au mieux le flux aérolique pour qu'il n'aille pas vers ces personnes et pour ne pas avoir d'induction d'air dans les flux laminaires, essayer d'avoir un écoulement par zone pour localiser s'il y a un problème, la contamination, et ne pas la disperser dans la salle pour avoir un meilleur contrôle de l'environnement. Là, par exemple, je vous montre un exemple qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Là, ce n'est pas dans le cadre de contamination. Là, c'était l'objectif. Le client avait un problème d'humidité parce que c'était plus un enjeu pour lui que la contamination en soi. Et son procédé, en fait, on a des alertes au-delà de 21% et ils ont des alertes plusieurs fois par semaine. Donc, nous, on a étudié en détail la conception. Je ne vais pas rentrer en détail, mais s'il y a des questions, encore une fois, on peut revenir dessus. On a changé, on a apporté quelques modifications, quelques solutions, parmi lesquelles on a mis un extracteur et puis on a supprimé une reprise qui était un peu de trop. On a réduit le nombre des diffuseurs et on a mixé les types de diffuseurs pour créer des barrières et mieux diriger le flux chargé d'humidité vers l'extérieur. Et là, par exemple, l'existence et ce que ça donne, on se rapprochait des valeurs mesurées de 21 et quelques dans sa salle. Et puis, avec la solution proposée, on est descendu à 18-19. Et aux dernières nouvelles, cet été, par exemple, 2025, pendant tout l'été, ils ont eu 2-3 alertes maximum. Et ils tournaient autour de 19, donc ce qui est conforme avec ce qu'on a prédit. Et par rapport à l'année dernière où ils avaient 5, 6, voire plus alertes par semaine, là, ils sont passés à 3 alertes maximum en 3 mois. Donc là, c'est juste un exemple concret d'utilisation. Après, on peut l'utiliser, comme disait Mohamed, dans tout ce qui est smoke test. Pareil. Là, on l'utilise pour préqualifier en temps masqué, donc préparer les smoke tests pour les réussir du premier coup, selon les normes en vigueur aussi, et éviter les longs arrêts de production, parce que, comme vous le savez, lors des campagnes de smoke test, on découvre toujours des non-conformités. Donc là, ça permet de les anticiper avant la campagne des smoke test, et puis ça permet en total de réduire la durée du smoke test et les coûts. Donc là, pareil, pardon pour l'image, les expériences qu'on a eues, en fait, ça permet de voir que à chaque fois, on reproduit les phénomènes qu'on observe sur le terrain et même les non-conformités. Et puis, on essaye avec le client, parce que c'est un travail collaboratif, d'apporter des solutions simples et, pour résoudre les différentes problématiques ou non-conformités observées. Je rajouterais juste que ça permet aussi d'anticiper les solutions, de les modéliser avant toute modification. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc, nous avons une offre packagée dans laquelle on accompagne le client de bout en bout, donc de la rédaction du protocole de smoke test. On fait les simulations selon le protocole défini et on détecte s'il y a des non-conformités, des décalages ou autres. On essaye de mettre en place des solutions avec le client. On analyse le changement apporté par ces solutions, on corrige le protocole et puis on accompagne le client dans la réalisation des smoke tests, notamment par la détermination, par exemple, des angles de filmage pour des meilleures images, des meilleurs capteurs de phénomènes, la mise en place d'experts durant la période de test pour anticiper les problématiques s'il y a eu des problématiques mineures. Et puis à la fin, le rapport final détaillé de l'étude avec l'analyse des phénomènes physiques observés, l'analyse détaillée de tout ce qu'on voit et les images et vidéos réelles et de simulation
comprises. Je vous montre un dernier cas d'usage. Après, on passe à la pré-décongélation avec Lionel. Donc là, c'est l'autre aspect qui est la maîtrise de procédé. Donc, on utilise que ce soit la pré-dec, les chambres froides, les halls de stockage, par exemple, pour la conception des halls de stockage, et même tout ce qui est lavage et procédés de mélange. Si on parle de lavage, par exemple, ça permet d'évaluer les performances de lavage et les temps de cycle, notamment de les raccourcir s'il faut, de déterminer le nombre de bus qu'il faut, par exemple, les débits d'eau pour faire des économies tout en maintenant la meilleure efficacité de lavage. Et puis, on travaille aussi sur les séchages pour réduire au maximum le temps de séchage et ne pas laisser des endroits mal dans l'équipement, dans le produit. Après, en termes de mélange, pareil, la CFD est utilisée pour optimiser, par exemple, les temps de mélange, le degré d'homogénéité. On les utilise que ce soit pour les mélanges liquide-liquide, liquide-solide ou autres. Et ça permet, par exemple, lors de l'achat de l'équipement, d'aider un peu le client à faire le meilleur choix de l'équipement adapté à son besoin en termes de puissance requise, de type d'agitateur, de la géométrie de la cuve et de la conception. Et puis, ça permet aussi d'optimiser toutes les vitesses, par exemple, de mélange pour avoir un meilleur mélange, déterminer, comme un cas avec Lionel et son équipe, par exemple, les paramètres de régulation de la cuve adaptés au procédé, tout en s'assurant de la non-création de vortex et d'induction dans la cuve. Là, maintenant, on passe au cas suivant. Donc, au cas LFP avec Lionel, justement. Mohamed, je te laisse présenter le contexte. Je vais en présenter qu'un peu, puisque le contexte, c'est celui justement de Lionel. Nous, on a juste, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a été contacté par Lionel pour répondre à une problématique de pré-décongélation. Et je vais laisser Lionel expliquer le phénomène, c'est chez lui. Ouais. Donc nous, on a dans notre procédé, on commence par une pré-décongélation de nos poches plasma pour remonter en température et pour que toutes les poches soient homogènes et pour pouvoir attaquer le reste de notre process de fabrication de nos médicaments. Donc la problématique qu'on avait, c'est qu'en mettant 30 caddies, on avait des temps de pré-décongélation qui étaient trop longs. On avait fait plusieurs protocoles, plusieurs essais, et on ne trouvait pas de solution. Donc là, on s'est dit comment on peut faire, et en échangeant avec Mohamed et Sifax, on a dit on va partir sur de la CFD pour modéliser et, comme on le disait tout à l'heure, comprendre ce qui se passe. Donc voilà, et le but c'était d'avoir une cible de descendre sous les 24 heures pour 40 caddies, parce que la tour est prévue pour passer 40 caddies. Nos tailles de l'eau varient entre 30 et 40 caddies, et avec une target donc à -10 et l'idéal d'arriver à -8. Tout ça en restant dans les 24 heures parce qu'on a besoin de passer 6 lots par semaine, donc on a une contrainte de temps sur notre début de procédé. Merci Lionel. Donc juste l'enjeu, effectivement, merci Lionel. L'enjeu est effectivement de pouvoir atteindre les -8 et de descendre dans les 24 heures en pré-décongélation. Tout à fait. Et on avait aussi cette contrainte, c'était de passer de 30 caddies à 40 caddies qui était le maximum. Sifax ? Oui. Donc, je vais vous présenter un peu comment on a procédé pour l'étude. Et puis, Lionel nous donnera aussi son retour en tant que client final, mais aussi parce qu'il a participé à l'étude. Donc, il était impliqué dans l'étude. Nous, c'est notre façon de faire, d'impliquer justement les clients dans l'étude pour combiner, on va dire, les expertises de toutes les parties pour essayer d'apporter les meilleures solutions possibles à la problématique ou au sujet étudié.
Par exemple, pour cette tour, nous, ce que nous avons décidé, c'est que de voir la conception globale. Donc, de partir déjà des batteries jusqu'au diffuseur pour voir si on peut optimiser étape par étape le procédé de décongélation. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que déjà, lors des arrivées, on constate qu'il y a beaucoup de turbulences, beaucoup de perturbations, ce qui donne un peu des écoulements au niveau des piquages qui ne sont pas réguliers. Si on regarde les vidéos, par exemple, au niveau des diffuseurs, on voit des écoulements très turbulents. Et ça a permis d'expliquer en partie pourquoi au LFB, ils observaient des vitesses variables au cours du temps dans les diffuseurs. Donc là, nous, on a étudié cette partie en détail. Nous avons mis en place des solutions que nous avons validées justement avec Lionel et son équipe. Donc, nous avons écarté quelques solutions qui ne sont pas faisables ou qui ne sont pas envisageables par le client. Et puis, nous avons retenu les meilleures solutions qui permettaient de donner les meilleurs résultats, notamment la mise en place d'une plaque dimensionnée sur mesure qui permet de supprimer, éliminer ces turbulences et avoir un flux laminaire et bien contrôlé à la sortie. Donc, Lionel, je te laisse compléter. Je vais compléter, oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance pour nous, c'était de comprendre les phénomènes. Comme Sifax l'a dit, sur la conception en fait entre la batterie et l'alimentation des diffuseurs, ben, il y avait des propositions faites, mais c'est de la grosse modification. On n'avait pas le temps et pas forcément les moyens tout de suite d'engager. Donc, on a choisi, de mémoire, il y avait 6 solutions. On en a retenu 3 sur les 6, qui étaient rapides à mettre en place et pas trop chères dans un premier temps, en gardant celle-là sous le coude, en se disant, ben, si on n'y arrive pas, on ira plus loin. Et l'importance aussi de la CFD pour nous, c'est, on en a parlé tout à l'heure, Mohamed en a parlé, c'est dans la conception, parce que là, demain, si je refais une tour de pré-décongélation, je vais impliquer la CFD tout de suite pour justement avoir ces conduits là qui nous génèrent beaucoup de turbulences au départ, de les concevoir de telle sorte là, où j'ai déjà réduit une grosse partie des turbulences qui se propagent jusqu'au diffuseur. Parce qu'au départ, nous, on mesurait surtout en sortie de batterie et au diffuseur. Et au diffuseur, on se rencontrait avec de la variation énorme entre les différentes buses. C'est des panneaux avec 80 buses. Donc, à certains endroits, ça bougeait beaucoup. Et on le voit très bien au travers de la CFD. On comprend mieux visuellement ce qui se passe grâce à la CFD, quoi. Et ouais, vas-y. Vas-y, continue. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on est allé par étapes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les grilles en sortie de bus déjà pour stabiliser le flux d'air. On s'est rendu compte aux premières mesures tout de suite que ça apportait déjà beaucoup. Donc, on était déjà optimiste sur la suite, quoi. Et je te redonne la main, Sifax. Ok, merci. Donc, par la suite, donc, une fois qu'on a étudié jusqu'au diffuseur, après, l'objectif de la deuxième partie, c'était de voir ce qui se passait réellement dans la tour à partir des diffuseurs, donc notamment les interactions de fluide avec avec le produit, donc le plasma, et voir la descente en température, et la qualité de l'écoulement dans la tour de Prydec. Là, on vous montre juste quelques images, mais ça permet de voir à peu près ce qu'on a fait. Donc là, déjà, l'étude de l'existant montrait que la conception telle qu'elle est faite générait un peu de perturbation, et puis on voit que l'air décroche très rapidement. Donc les interactions fluide-structure avec de l'air avec le produit sont vraiment minimales. Et puis, nous avons travaillé sur d'autres solutions on a retenu les plus simples, c'est comme disait Lionel. Donc, notamment l'orientation des buses. On a défini des angles bien précis qui permettent de pallier à ça. On a rajouté une jupe, on a modifié l'extraction pour forcer l'air à passer à travers tous les produits, tous les caddies. Donc là, par exemple, en haut, c'est l'existant. Et puis, avec la mise en place des solutions, c'est les images du bas, on voit bien que l'air
balayer un peu tout le produit, tout le caddie. Donc, on améliore les échanges thermiques et les interactions. Là, pour vous donner une idée, là, c'est les contours de pression. Donc, ça traduit indirectement les forces appliquées par le fluide sur le produit. Là, dans l'existant, on voit que l'homogénéité, elle n'y est pas. Et avec la solution, on voit qu'on a des pressions un peu, des forces un peu homogènes sur tous les caddies. Donc, Si je peux rajouter aussi, c'est que en fait, si on regarde la première image de l'existant, là on voit qu'il y a un peu de pression là, sur les caddies du bas au centre. C'est là où on remontait le plus vite en température. Donc on arrivait à corréler en fait ce qui se passait entre comment on soufflait sur nos caddies. Hein. C'est des gros pains de glace de 300 litres, hein, donc c'est énorme. Et après avoir mis en place ces solutions, la reprise d'air qui était plus basse pour forcer l'air à passer plus sur les caddies, on a réussi à avoir une homogénéité sur l'ensemble des 40 caddies. Donc ces images-là, on pourrait presque dire ça représente aussi la remontée en température. Hein. Donc on voit qu'on est beaucoup plus homogène entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après l'étude CFD et la mise en place des solutions. parfait. Donc, on passe à la partie résultats. Je présente juste cette partie, puis Lionel, je te laisse compléter parce que là, c'est les mesures que vous avez fait sur le site. Donc, à la base, on était sur des données, donc des temps de pré-décongélation, puis on a fait des simulations, déjà pour valider, dans lesquelles nous avons comparé, notamment avec ce que disait Lionel, par rapport aux vitesses, par rapport à la distribution de température, pour voir si on collait vraiment avec ce qu'on observait en réel sur site. Et puis, nous avons simulé aussi les solutions que nous avons produites. Donc, dans les simulations, nous avons estimé les gains avant les travaux. Donc, par exemple, pour atteindre -8, on gagne moins 39% en temps de pré-déc, et à -10, on gagnait 41%, et on diminue la variabilité de quasiment 97%. Puis, on va dire après les travaux, Lionel et son équipe ont refait les mesures. Donc, je te donne la main pour expliquer. Donc après, pour comparer le modèle numérique et la réalité, ben forcément, on a refait des essais. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est l'amplitude. Donc, divisé par 3, c'est les vitesses en sortie de buse. Hein, ça variait fortement. Donc, on a réduit cette amplitude par 3. On a des vitesses moyennes qui ont baissé un peu. Ça, c'est parce qu'on a mis en place la grille, mais ce n'est pas grave. Comme on est beaucoup plus stable, ben, on souffle mieux sur nos caddies. Donc, ça a eu un effet bénéfique quand même de réduire cette vitesse en sortie de bus. Et puis après, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, la réduction de 61%, premier caddie à atteindre les -10 degrés. Donc, on a vu sur les 40 caddies, là, les courbes se sont resserrées. Hein, on avait une dispersion énorme entre le premier et le dernier. Hein, c'est ce qui est marqué avant aussi. Et après, on a réduit cette dispersion qui est importante pour nous parce que pour notre process suivant, on va dire l'après-deck, il vaut mieux avoir une homogénéité proche qu'avoir, je vais exagérer involontairement, un pain de glace à -15 et un autre à -8. Au niveau process, ça ne va pas réagir pareil. Donc, ça a été très bénéfique aussi pour notre suite de production. Et ensuite, ben, le temps, on est descendu sous les 24 heures. Hein, donc, on a atteint l'objectif à aujourd'hui pour cette partie-là et on a validé notre tour de pré-décongélation sur les 40 emplacements, hein, alors qu'avant, on en avait que 30 de valider pour être, comme on l'a vu sur la photo précédente, on avait une dispersion en homogénéité. Donc, on s'était focalisé sur 30 caddies. Maintenant, on sait qu'on peut les mettre n'importe où et on aura la même homogénéité. Si je dois rajouter 2-3 mots, effectivement, on est bien parti à atteindre 40 caddies et on a dans la simulation, puisque vous voyez 97,16% de variabilité avec un résultat gain réel de 64%, ce qui explique qu'effectivement, on a mis que trois solutions en place. Sur les 6. Et donc, nous, le résultat est avec l'ensemble des solutions mises en place. C'est ce qui crée cette différence-là.
Et puis, effectivement, et les caddies, la simulation prend en charge des caddies chargés pleins, alors qu'on peut, dans un caddie, avoir des variabilités. Voilà. Pour conclure, je dirais deux choses en ce qui me concerne. La chose vraiment la plus importante qu'on a pu travailler, c'est l'apport de compréhension des phénomènes réellement autour de cette tour de congélation qui a permis de comprendre les phénomènes, savoir pourquoi on n'arrivait pas à décongeler dans les temps, pourquoi on avait cette variabilité, de montrer les phénomènes et de les expliquer, pour pouvoir après chercher des solutions. Et je dirais juste en complément, c'est grâce à la CFD, effectivement, et au travail qui a été réalisé ici, on est passé d'un procédé instable et limité à un procédé robuste, plus rapide et capable de traiter plus de volume, effectivement, tout en améliorant la qualité et la reproductibilité qui était notre challenge par rapport à ce projet. Si je peux, Merci, si je peux messieurs. Oui. Ouais, je voulais rajouter juste aussi, moi ce que j'ai apprécié, c'est la méthodologie en fait. C'est on modélise notre process, on simule notre process, on compare le process réel à la première simulation. Après, vous apportez des solutions qui sont validées, on les met en place et on les revalide. Donc c'est tout cet enchaînement-là qui fait que on est confiant et ça nous donne des résultats satisfaisants et on peut démontrer plein de choses via la CFD, quoi. Pour moi, cette philosophie-là, elle est très intéressante, et on a engagé d'autres CFD parce qu'on a vu que celle-là nous avait apporté beaucoup de choses. Et ça limite aussi le nombre d'essais. Parce que quand vous devez faire des essais à moins 30, 10 essais, vous rentrez 10 fois dans le moins 30, au moins on y rentre, au mieux c'est pour nous. Donc voilà, ça peut être important aussi quand on a des process avec des spécificités particulières. Ça peut être intéressant de réduire le nombre d'essais par la CFD. Très bien. Merci Lionel pour la confiance. Merci Lionel. Sifax, Mohamed, Lionel, je vous propose qu'on passe aux questions. Et il y avait d'ores et déjà une question qui a été posée dans les Q&A par Julie qui demandait à pouvoir revenir sur l'intérêt de la CFD pour ajuster les paramètres d'un mélange de poudre dans un type de mélangeur donné. Alors, je pense que la question elle s'adresse davantage à toi, Sifax. Quelles sont les étapes de l'étude et qu'est-ce qui est évalué? C'est là la question de Julie. Merci Julie pour cette première question, ça nous lance le Q&A. Donc, si je parle, je peux évoquer le cas qu'on est en train de faire avec toi. Oui, tu peux, oui. On est en train de travailler justement avec le LFB justement sur un cas similaire où ils ont un mélange dans lequel en fait la recette et le procédé suggèrent qu'il faut descendre de 1 degré à -5 en un temps donné. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller lentement. Donc il faut une vitesse de descente à peu près de maximum 1 degré par minute et pas trop lente non plus pour des questions de procédé, je pense. Et puis on a dedans des réactions exothermiques, donc il faut refroidir davantage. Donc c'est toute cette complexité qui fait que eux, ils ont besoin de déterminer justement la meilleure, les paramètres de régulation à mettre en place dans le système pour respecter cette descente en température, respecter la courbe de descente. Et il est temps qu'il ne doit pas dépasser un certain temps et surtout à la fin maintenir à une température constante le mélange. Donc nous, comment on procède? C'est quand on simule le procédé tel qu'il est défini par le client avec toutes les données. On applique toutes les données de rotation, par exemple, de la cuve, de l'agitateur. On applique toutes les données liées à la régulation fournie par le fournisseur de la cuve.
Notamment là, par exemple, c'était des équations quadratiques qu'on a programmées dedans. C'est le fournisseur qui donne les équations qui permettent de faire cette descente en température. Et le but, c'était de déterminer les meilleures constantes pour satisfaire toutes les conditions. Donc, on simule ça, on fait l'étude paramétrique pour déterminer les paramètres de régulation, par exemple. C'est la question concerne que les régulations. J'ai du mal, merci beaucoup. J'ai du mal en fait moi à comprendre. Par exemple, moi je suis plus sur un mélange de poudre. Et en fait, moi, c'est juste l'homogénéité de mon mélange de poudre. Il n'y a pas une histoire de température. Je suis vraiment sur un mélange de poudre et voilà, je voudrais comprendre. J'ai vraiment du mal à appréhender en fait. Excusez-moi, je suis complètement novice sur cette thématique. Donc, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Pour les mélanges, ce qu'on fait, c'est, je vous montre directement. Ça, par exemple, c'est un cas typique de mélange où on a deux produits. Là, notamment, c'était liquide-liquide. Mais on peut avoir une dispersion, par exemple, de la poudre de particules dans un liquide pour avoir un mélange homogène. Donc, nous, on applique toutes les données, comme je disais, la conception de la cuve, les vitesses, et l'arrivée de la poudre, si elle arrive avec un débit constant ou si elle est déjà dedans. Et on lance et on met des sondes un peu partout. C'est ce que vous voyez là. Donc, les sondes, elles permettent de suivre la concentration au cours du temps de la poudre à différents endroits. C'est des sondes qui mesurent quoi? Pour l'homogénéité, par exemple, c'est la concentration des espèces. Après, il y a certains qui font avec la température, mais le plus parlant pour moi, je pense que c'est la concentration. Par exemple, si on a les particules dans un liquide, c'est pareil, c'est la concentration particulière à différents endroits. Il faudrait arriver à un point de croisement, par exemple, ce point-là, encerclé en rouge, où la concentration de particules dans différents endroits de la cuve reste identique et inchangée au cours du temps. Ça veut dire qu'on a atteint l'homogénéité souhaitée. Après, est-ce qu'on veut 95%, 99%? Ça dépend vraiment du procédé. Tout en faisant attention à ce que je disais tout à l'heure, comme on le voit sur cette image, à ne pas créer de vortex, par exemple. On peut vous déterminer la vitesse optimale pour avoir cette homogénéité en moins de temps, pour optimiser les temps de mélange, par exemple, tout en veillant à ne pas induire des vortex d'air dans le liquide, ce qui peut détériorer un peu la qualité de votre produit, par exemple. Et ce qui est mesuré, on pourrait imaginer que ça pourrait être, par exemple, à la taille de particules, l'homogénéité en termes de taille de particules ou... Ça dépend ce qui est cherché. Si c'est la dispersion, nous, on peut partir parce que ça veut dire que les particules fondent, c'est ça? Non, c'est que nous, c'est un mélange vraiment de différentes poudres qu'on mélange de différents ingrédients. Sec dans sec. Oui. Voilà, c'est sec dans sec. Et donc, en fait, généralement, les ingrédients, ils n'ont pas forcément les mêmes tailles particulières. Et on peut avoir, je ne sais pas, une vitamine, quelque chose comme ça, qui peut avoir une granulométrie vraiment très, très fine. Et donc, est-ce que peut-être, est-ce qu'on pourrait avoir en termes de capteurs, des capteurs qui mesurent, par exemple, cette homogénéité en termes de granulométrie? Oui. En fait, lors de l'introduction de la poudre, si vous avez des tailles identifiées, tant mieux. S'il n'y a pas de taille identifiée, on utilise généralement la granulométrie, par exemple, du produit globalement avec le mode dominant, par exemple, des particules, pour essayer, parce que les particules, en fonction de leur taille, la poudre, en fonction de sa taille, elle a un comportement différent. Il y a certaines particules qui sont très fines, qui sont entraînées à l'intérieur par le mouvement moyen, d'autres par la turbulence, d'autres par tout le mouvement. Nous, ce qu'on va appliquer, on va appliquer la granulométrie que vous avez, donc avec toutes les différentes tailles que vous avez. Par exemple, ça peut aller de nanomètres jusqu'à centaines de micromètres, voire plus. Et puis, on va suivre la concentration des particules globalement dans la cuve et même par taille. S'il faut le faire par taille, on peut même faire par taille. Par exemple, on peut faire une discrimination ou même mesurer chaque courbe pour chaque taille particulière, voir quelle est la distribution, quelle taille de particules se mélange bien, quelle est la taille qui se mélange le moins bien et ainsi de suite.
D'accord. Merci. Je dis que ça répond en partie à Oui, c'est déjà un peu plus clair. vos J'ai mieux questions. L'idée, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, de pouvoir nous contacter après. Est-ce que peut-être il y a d'autres questions parce que je regarde évidemment le temps et tout ceci, pour Lionel, pour Sifax ou pour Mohamed, parmi les participants. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. C'est Oui. pour savoir quels sont les capteurs que vous mettez dans les systèmes pour obtenir les mesures. Notamment, je ne sais pas, on va dire dans un isolateur ou dans une enceinte climatique ou un autoclave. En fait, comment vous pouvez aussi vous assurer que il y a deux questions en fait. Comment vous vous assurez aussi que la simulation est vraiment représentative de la réalité? Donc, je vais répondre une après l'autre. Déjà, pour la simulation, pour la fiabilité en quelque sorte, ça, on le fait à chaque fois. C'est ce que disait Lionel juste avant. C'est que nous, quand on fait, c'est pour ça qu'on fait la simulation d'abord de l'existant. Pourquoi? Parce que l'existant permet de comprendre les problématiques liées à votre système et d'autre part, permet de valider la fiabilité physique des équations qu'on choisit pour résoudre la problématique. Donc, si vous avez, par exemple, des mesures de vitesse à des endroits précis, des concentrations ou même des valeurs de pression, des choses comme ça, où vous avez des mesures, nous, à la fin des résultats, on sort toujours les valeurs aux endroits là où il y a les mesures chez le client. Et on compare pour voir la fiabilité, on peut la mesurer même en pourcentage. Est-ce qu'on est à 5% d'erreur? Est-ce qu'on est à 2, 3? Est-ce qu'on est à 10? Est-ce qu'on est à plus? Donc ça, c'est d'une pour faire la donnée. Nous, c'est ça notre philosophie, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à la validation du modèle. Donc quand il n'y a pas de données, ça nous arrive chez d'autres clients, par exemple, de valider nos modèles par rapport à des données existantes dans la littérature, dans les articles scientifiques similaires à ce qu'on fait en termes de turbulence, de vitesse, de toutes les propriétés. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est clair ou je... Oui, c'est clair. Donc en fait, si je comprends bien, vous vous basez quand même sur, admettons, on est sur un système qualifié, vous allez faire des tests de telle sorte à retrouver les mêmes valeurs telles que qualifiées ou paramétrées, c'est ça? C'est exactement ça. Ce n'est pas des tests en soi, mais on va appliquer, par exemple, si on parle d'un isolateur, par exemple, on va prendre les données de qualif en termes par exemple, de vitesse au niveau des filtres, par exemple, et des reprises. Ça, c'est nos données d'entrée. Après, toutes les vitesses à l'intérieur, ça sera un résultat de notre calcul. Et ce résultat-là, qu'on va comparer à vos mesures à l'intérieur, par exemple, près de tapis, près du convoyeur, près de la table ou ailleurs, où vous voulez. Donc, mais c'est vraiment le résultat. Oui, c'est un comparatif issu de nos calculs par rapport à ce que vous avez qualifié dans l'isolateur, que ce soit les vitesses, etc., à différents niveaux. Oui, et on fait aussi les validations qualitatives qui ne sont pas liées à des valeurs physiques. On regarde par exemple les observations là sur cette image. C'est typiquement ça. Là, on voit le rouleau par exemple et là, on le retrouve. Et on arrive à l'expliquer. Par exemple, dans ce cas, c'est des inductions d'air dans le RAPS. Après, dans ce deuxième cas, on voit dans les smoke tests, on a essayé de traiter la non-conformité qui est liée à un rebond. Donc, là, dans la simulation, on regarde si on retrouve le rebond qu'on observe dans les smoke tests réels, et là, on l'observe. Et pareil, on arrive à l'expliquer, et puis derrière, si on arrive à expliquer qu'on a des causes, donc on arrive à mettre des solutions plus adéquates pour résoudre la problématique. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, ce n'est pas descendant soi, c'est parce qu'en fait, une fois qu'on a calculé, par exemple, là, dans le RAPS, une fois qu'on a fait le calcul, ça veut dire qu'à la fin, on a, en fonction de la précision souhaitée, on a les vitesses et les vitesses, température ou autres, point par point, millimètre par millimètre dans tout le RAPS.
Donc, si vous me dites, par exemple, je veux savoir comment évolue une vitesse à un coin donné, on peut la sortir après les résultats. C'est quelque chose qui est facile à sortir en 2 minutes. Ici, on veut suivre au cours du temps. Il faut définir juste le point à suivre pour essayer de suivre au cours du temps, pour voir l'évolution de la vitesse au cours du temps à cet endroit, ainsi de suite. Une fois que le modèle est posé, qu'on a montré l'efficacité par rapport à l'existant, on est effectivement capable à tout moment de savoir quelle est la donnée à un point donné. Oui. Par exemple, un cas pratique, si ça nous arrive souvent qu'un client, qu'on fasse un smoke test comme ça virtuel, et puis un jour, il se rend compte qu'il y a quelque chose dans un coin donné, mais pour refaire les tests, donc ils doivent arrêter la production, refilmer et tout, alors qu'en simulation, on a déjà le résultat. Ça nous arrive à chaque fois que les clients reviennent 3 mois, 4 mois, 1 an après pour nous dire on veut savoir ce qui se passe dans ce coin donné du RAPS, et en 20 minutes, on lui sort le résultat parce qu'on ne refait pas le calcul. C'est déjà contenu dans le calcul initial. Mais par contre, vous avez quand même besoin de données d'origine quand même pour pouvoir simuler. Au niveau, Oui, par exemple, des vitesses, vous avez des points, vous prenez quand même des mesures ou vous vous basez sur quelles données en fait? Comme je disais, en fait, les vitesses, par exemple, là, c'est un RAPS. On se base sur les données de qualif, juste au niveau du filtre. Les données que vont nous donner, par exemple, 0,44, 0,45, c'est les données de qualif et les reprises. LIB est repris par telle reprise ou telle reprise. Ça, c'est des données d'entrée. Après, tout le reste, il est calculé via des équations classiques en mécanique des fluides. C'est des équations validées qui permettent de calculer toutes les grandeurs physiques. Donc, pour ça, c'est des calculs qui sont chronophages, mais maintenant, on dispose quand même de beaucoup de supercalculateurs qui permettent, par rapport aux années 2010 ou même avant, de diviser par 10, par 20 le temps de calcul. On va devoir malheureusement couper. Merci pour ces éléments de réponse et questions. Peut-être avant de partir, une dernière question qui nous permettrait de clôturer, peut-être à destination de Lionel, tiens, notre client qui a eu la gentillesse de nous faire confiance. Peut-être pas. Finalement, on a été clair, Lionel. Cristal clear. Bien, super. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier. On n'a plus qu'à tous vous remercier, toutes et tous à vous remercier pour votre participation. J'espère que nous avons pu évidemment répondre à certaines de vos interrogations. D'ici quelques jours, vous retrouverez ce webinaire, enfin en tout cas ce replay du webinaire en ligne. Et puis vous pourrez nous retrouver lors de la 3P à Biarritz les 7, 8 et 9 octobre autour de la maîtrise des procédés pour justement parler peut-être un peu plus de ce genre de sujet avec la CFD. Merci à toutes et tous. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.